Bonjour à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission. Alors aujourd'hui, on va parler d'homéopathie puisqu'on sera avec Valérie Lorenz-Poinçon qui est la directrice générale de Boiron. Elle nous expliquera comment elle a redressé la barre de l'entreprise 3 ans après l'annonce du déremboursement de l'homéopathie. On naviguera ensemble sur la Seine avec le directeur général des activités Seine de Soldexo Live qui exploite bon nombre de bateaux à Paris, bateaux touristiques notamment, et on verra comment ce secteur amorce sa transition écologique. On parlera entrepreneuriat et handicap. Nous serons en compagnie d'un sociologue, chercheur qui vient de publier un livre sur le sujet. Et puis en fin d'émission, nous découvrirons ensemble une des entreprises familiales françaises spécialisées dans la confection et le luxe. C'est Bismart l'émission, c'est parti. Et pour commencer cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Valérie Lorenz-Poinçon. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directrice générale de Boiron. Alors, on ne présente plus Boiron, un groupe pharmaceutique familial et indépendant, spécialisé évidemment dans la fabrication de médicaments homéopathiques. Et en fait, j'ai en face de moi finalement une dirigeante d'entreprise qui a affronté plein de tempêtes et qui a réussi à redresser la barre. Donc, moi, j'ai vraiment envie de savoir comment vous avez fait. Mais je voudrais d'abord qu'on parle de vos résultats, les plus récents, ceux de l'année 2022. Chiffre d'affaires en hausse de 9,4%. 261 millions d'euros. À l'international, vous êtes en hausse de 17%. Qu'est-ce qui explique une telle performance, Valérie ? Écoutez, merci déjà pour ce témoignage. En fait, ce qui explique ça, c'est la farouche volonté de tous, déjà de toute une belle équipe, de tenir la barre et puis de passer toutes ces tempêtes. Parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, on a essuyé la tempête du déremboursement, de la Covid. Voilà. Et on a vraiment une équipe soudée, et des personnes très résilientes dans l'entreprise. Et c'est ce qui nous a permis de passer tout ça. La deuxième chose, faut savoir que les Français et les personnes du monde entier ont besoin de l'homéopathie. C'est une thérapeutique qui est efficace, c'est une thérapeutique qui est sûre, et plus que jamais, les personnes ont besoin de se soigner en toute sécurité. Et donc, on a accéléré une transformation qui est parfois nécessaire dans l'entreprise. On a accéléré les innovations en homéopathie et hors homéopathie. Et c'est ça, je pense, qui a été la clé de vraiment se dire faisons encore plus que ce que l'on aurait fait et répondons présent pour des patients qui ont besoin de nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la crise de confiance liée au déremboursement de l'homéopathie, du point de vue du consommateur français, elle est derrière nous, elle est oubliée, balayée ? Alors déjà, il faut savoir que le dénigrement, c'est une poignée de personnes. À mon avis, je peux les compter sur le doigt d'une main, qui ont fait effectivement, qui ont été très néfastes pour 73% des Français qui ont besoin et qui se soignent en homéopathie. Il faut savoir que 7 Français sur 10 veulent se soigner en homéopathie dans le futur. Voilà, donc il faut savoir à qui on s'adresse. Ouais. Est-ce que je m'adresse à la poignée de sceptiques qui nous veut pas du bien, ou est-ce que je m'adresse aux Français, aux femmes enceintes, aux enfants, aux personnes à risque qui ont besoin de l'homéopathie pour aller mieux. Donc moi, j'ai décidé de m'adresser et de m'occuper de ces gens-là qui ont besoin de nous, qui continuent à m'écrire tous les jours pour me demander le remboursement de l'homéopathie, parce qu'ils estiment qu'ils doivent avoir le choix. Il y a 86% des Français qui demandent encore aujourd'hui le remboursement de l'homéopathie. Donc voilà, donc moi je me suis attachée pendant ces dernières années à cette étoile-là, à dire il y a ces gens-là qui ont besoin de nous, il ne faut pas les décevoir, donc il faut continuer à avoir cette offre de soins qui est une belle alternative ou qui est complémentaire à d'autres types de traitements, parce qu'il faut de tout pour se soigner. Et voilà, et c'est ce qui nous a permis d'être là aujourd'hui en santé. Et bon, quand tout n'est pas fait, mais en santé pour pouvoir regarder l'avenir, on va dire, plus positivement. Ces sceptiques, comme vous les appelez, ils pointent du doigt des mesures d'efficacité qui ne sont pas, en tout cas dans les standards habituels de la médecine. Est-ce que vous allez changer la façon dont vous mesurez ? Est-ce que c'est seulement possible de mesurer aujourd'hui l'efficacité de l'homéopathie d'une autre façon ? Alors là encore, quand on s'intéresse vraiment à l'homéopathie, quand on vient visiter le laboratoire, quand on regarde les études, il y a tout dans beaucoup de choses dans nos études. Il y a des différents types d'études qui montrent l'intérêt de santé publique de l'homéopathie. Donc, point. J'allais dire, aujourd'hui, il y a de la recherche en homéopathie, il y a une efficacité de l'homéopathie, il y a des millions de Français
et des millions de personnes dans le monde qui utilisent l'homéopathie. Donc voilà, après, c'est une histoire de projecteur. Est-ce que vous mettez le projecteur sur la poignée qui vous dit qu'il n'y en a pas, ou est-ce que vous mettez le projecteur sur toutes les études qui existent, sur toutes les personnes qui vous disent que ça marche pour elles? Voilà, c'est une question d'où est-ce que vous mettez le regard. Du coup, vous portez ce message auprès du gouvernement de vouloir à nouveau, j'imagine, obtenir un remboursement de l'homéopathie? Absolument. Avec les autres laboratoires de l'homéopathie, on a une association et en fait, fort de toutes ces demandes que nous avons des patients, on pense vraiment que le gouvernement devrait réenvisager un type de remboursement parce que c'est une demande majeure. Et dans le cadre aussi, vous le savez bien, de la crise économique aujourd'hui, même si on a conservé des prix bas, eh bien, les Français souhaitent pouvoir avoir le choix de leur traitement et pouvoir bénéficier d'une prise en charge. Voilà, donc la prise en charge, en plus de ça, était vraiment minime en homéopathie, ne coûtait absolument rien à l'assurance maladie. Donc, moi, je pense que le gouvernement doit regarder à nouveau ce sujet-là et écouter ces Français qui demandent à pouvoir se soigner en toute sécurité. En particulier, je pointe plutôt l'idée je fais émerger l'idée de pouvoir permettre à des femmes enceintes qui peuvent rien prendre, des enfants qui ne peuvent pas prendre n'importe quoi, voilà, de pouvoir se soigner avec ce type de thérapeutique qui est sans danger, qui est respectueuse. En plus, c'est respectueuse de la nature, c'est respectueux de l'environnement, c'est respectueux de votre corps, de pouvoir se soigner comme ça et d'être pris en charge. En tout cas, il y a 3 ans, quand cette annonce de déremboursement arrive, évidemment, quand on est un laboratoire pharmaceutique spécialisé dans l'homéopathie, ça peut mettre plus qu'à mal l'entreprise. Quelle est, votre réaction à ce moment-là en tant que dirigeante et comment vous partagez avec les équipes à ce moment-là? Alors, quand l'annonce est tombée, forcément, comme nous tous, mais quand je dis nous tous, c'est les Français en général, c'est pas uniquement moi, il y a de la colère. Il y a de la colère parce que pour nous, c'était absolument injuste, injustifié. Voilà, je ne vais pas revenir sur cet épisode. À la fois de la colère et à la fois de la mise en mouvement. Parce que la vie, pour moi, c'est pas une photo, mais c'est plutôt un film. Et de dire, aujourd'hui, la photo, elle est ce qu'elle est. Mais fort, encore une fois, de cet engouement des Français pour l'homéopathie, il fallait se retrousser les manches. Et c'est ce qu'on a fait. Dire aux Français, on va garder un prix abordable pour nos médicaments, parce qu'il faut savoir que la TVA, du coup, a changé de camp. On est passé d'une TVA à 10% et une TVA à 2%, donc ça faisait déjà mathématiquement une augmentation. Donc, on a décidé de maintenir des prix bas, on a décidé de maintenir une offre large, et même plus, on a décidé de déposer des dossiers à l'Agence du médicament pour avoir des innovations en homéopathie. Par exemple, on a sorti donc beaucoup d'innovations en homéopathie. On a des homéopathes qui permettent de vendre des tubes par 3, ce qui permet de réduire le prix. On a eu des nouveautés comme par exemple Varesol pour le traitement des symptômes de la varicelle. On a eu Bocéal, un spray pour la gorge. Là, on a tout de suite qui vient de sortir Prélinium. C'est un traitement de fond pour les rhinites allergiques. Alors, vous savez qu'il y en a de plus en plus. Donc, ça permet de réduire d'autres consommations et puis d'avoir de moins en moins de rhinite allergique. Donc, c'est vraiment un traitement de fond, ce qui est le sens même de l'homéopathie, d'aller traiter en amont les difficultés qui peuvent arriver. Voilà, donc, vous voyez, par contre, on a eu vraiment une bonne écoute de l'Agence du médicament, puisque nous sommes médicaments, qui a enregistré nos médicaments. Et ça a permis, j'allais dire, de garder espoir, de garder aussi la foi, de garder la dynamique pour dire aux Français, on est toujours là et on va continuer à vous aider à vous soigner en homéopathie. Et derrière, il y a tout un procédé industriel, parce que vous êtes un fabricant industriel. Vous fabriquez... alors moi, j'ai lu que pour fabriquer une granule, il fallait 14 jours, c'est vrai ça? Absolument, pour la granule, puisque au départ c'est un cristal de sucre et il y a un procédé d'enrobage avec du saccharose et du lactose, et après il y a du séchage entre chaque couche et ça prend longtemps effectivement. Mais on est les détenteurs en France de cette usine qui est unique pour fabriquer ces granules. Il faut savoir qu'on est un champion français, encore une fois. On est un champion français. Quand vous voyagez dans le monde, on dit Boiron, mais c'est super, vous faites un excellent travail. Vous faites de la qualité. On a 23 filiales, on est présent dans 50 pays. On a des machines uniques.
qu'on a conçu à travers le temps pour pouvoir avoir un procédé qui répond à la pharmacopée, à toutes les pharmacopées du monde. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel, cette homéopathie française. Et aujourd'hui, on est heureux de pouvoir dire que 99% de la fabrication est faite à Lyon, et donc en Auvergne-Rhône-Alpes. 99%. Oui, on a une petite unité en backup au Canada, pour l'Amérique du Nord, mais sinon tout est fabriqué, donc de la granule, Ouais. en passant par nos teintures mères, c'est-à-dire toutes les substances qui sont à la base, qui ont les principes actifs et qui nous permettent de monter ensuite les dilutions. Donc, ça s'appelle les teintures mères à base de plantes, à base de minéraux, à base de produits aussi qui peuvent être chimiques. Donc tout ça, c'est fabriqué à Lyon. On reçoit les plantes à Lyon. On fabrique les teintures mères et ensuite on fabrique le médicament homéopathique. Et vos fournisseurs se situent dans quel 90% de nos fournisseurs sont français ou européens. Et concernant les plantes, 80% de nos plantes sont issues de l'habitat naturel français. Ah oui, 90%. 80%. Issus de l'habitat naturel français. Donc, ce qui demande beaucoup d'efforts. Donc, ce qui demande aussi une chaîne de confiance. On a des récoltants en France qui se transmettent les lieux de père en fille, ou de père en fils, ou de mère en fille. Et ça, c'est important parce que quand on reçoit les plantes, il y a tout un procédé de vérification. Il faut qu'elles soient absolument dénuées de pesticides, dénuées de métaux lourds. Donc, voilà, il faut qu'on continue aussi à préserver la biodiversité pour pouvoir avoir toutes ces plantes et continuer à pouvoir les travailler. Du coup, vous n'avez pas été touché par des ruptures d'approvisionnement comme dans d'autres univers pharmaceutiques? Alors, je ne vous cache pas qu'on a nos difficultés, bien évidemment, mais grâce à cette chaîne de confiance que nous avons avec nos fournisseurs depuis 90 ans, parce que l'entreprise a 90 ans, grâce à notre bienveillance, on est une entreprise bienveillante, on a toujours respecté nos fournisseurs. C'est vrai qu'on tire bien notre épingle du jeu parce qu'on a du verre, on a du carton, on a du maltitol, on a des plantes. Grâce à cette relation de confiance, et je peux vous confier une anecdote, en décembre, on était un des seuls laboratoires à pouvoir proposer à nos pharmaciens français des sirops pour la toux, des sirops rhume et toux, comme Storinil, qui est une nouveauté aussi récente, grâce à toute cette chaîne de confiance. Vous parliez tout à l'heure d'innovation et aussi de diversification. Vous le disiez, l'entreprise a 90 ans. Jusque-là, elle ne faisait que de l'homéopathie. Vous avez choisi de sortir un peu de ce segment-là. Comment ça a été perçu au niveau de la culture de l'entreprise de faire un choix un peu peut-être inattendu ? Alors déjà, les 10 dernières années, monsieur Christian Boiron, monsieur Thierry Boiron avaient déjà eu des compléments alimentaires, des cosmétiques. Dans l'histoire de l'homéopathie, il y avait déjà eu ce genre d'initiative. Donc là, quelque part, j'ai renoué avec ces idées-là. Également, il faut savoir que dans l'image des Français, Boiron est synonyme de sécurité. Ils savent que quand ils vont prendre un produit Boiron, voilà, ils vont pouvoir se soigner avec respect. Donc, pour l'esprit des Français, chez Boiron, il n'y a pas que de l'homéopathie. Il y a des plantes, il y a des compléments alimentaires, il peut y avoir même des cosmétiques. On en a déjà eu et là, on a accéléré cette idée de pouvoir faire d'autres choses pour aussi dérisquer l'entreprise et compenser le chiffre d'affaires. Ensuite, il y a eu une diversification un peu plus audacieuse qui était de dire, dans le cadre de la Covid, on est une entreprise de santé, on se doit d'aider les Français, d'aider même les personnes du monde entier. Très vite, j'ai eu l'idée, un week-end, de faire de la solution hydroalcoolique et on a livré en 48 heures les établissements français du sang de notre solution hydroalcoolique parce qu'on a une belle usine, on a des belles personnes, on a des capacités justement de stocker, de distribuer. Et donc, on a mis toutes ces énergies-là au service de la pandémie avec de la solution hydroalcoolique et très vite, j'ai proposé aussi mon aide au niveau des tests Covid. Oui. Et là, je me suis rendu compte que grâce à notre outil industriel, on a pu assembler très vite des tests. Grâce à notre laboratoire de recherche, on peut tester nos tests. Parce que nous, on veut absolument que ce soit des tests fiables. Donc, on a testé nos tests et on a été en 4 mois le numéro 1 de la vente d'autotests en pharmacie. Vous parlez de votre laboratoire de recherche. La R&D pour une entreprise comme Boiron, ça représente quoi ? Alors, en fait, vous savez, c'est assez intéressant de s'y intéresser parce que l'homéopathie, elle existe depuis 220 ans.
Donc les plantes, tout ça, on les connaît depuis 120 ans. Oui, on pourrait dire, ça y est, c'est bon, c'est tout. Voilà. En fait, ce qui est important dans notre R&D, c'est de continuer à savoir comment ça fonctionne. Donc on a un laboratoire avec des cellules où on peut voir sur des modèles cellulaires comment fonctionne l'homéopathie. Donc on a des modèles cellulaires sur le gelsemium. Enfin voilà, on a découvert plein de choses ces dernières années, que la gelsemium, dedans il y a de la gelsémine, et voilà comment ça travaille au niveau des neurotransmetteurs, au niveau du cerveau, pour pouvoir... et le gelsemium, par exemple, intervient pour vous calmer quelque part, pour vous permettre de mieux dormir, pour que vous ayez moins de troubles anxieux, par exemple. Hein, parce que ça intervient aussi dans d'autres choses. Donc on a ce laboratoire qui travaille là-dessus. On a aussi tout un laboratoire analytique qui nous permet de créer de nouvelles crèmes, de nouveaux produits, de tester des choses, etc. Puis après, on travaille avec des chercheurs, mais comme les chercheurs du CNRS, pour pouvoir comprendre le modèle de l'homéopathie. Donc ça, c'est une recherche qui se fait à l'extérieur de l'entreprise, dans des laboratoires de recherche qui peuvent travailler sur les doses infinitésimales. Vous parliez de diversification et de cosmétiques, éventuellement de compléments alimentaires. Quelle est la direction que vous voulez prendre et comment ça va s'inscrire dans les ambitions de Boiron? Comment vous allez le traduire? Alors, dès à présent, on fait déjà cela, puisqu'on a effectivement l'homéopathie qui reste notre cœur de métier, mais on a aussi développé des compléments alimentaires, alors, par exemple des probiotiques, qui s'appellent osmobiotiques, mais c'est une gamme, là encore, de compléments alimentaires qui est efficace et respectueuse. Pour vous donner cet exemple, on a des compléments alimentaires qui sont sans allergènes et qui sont micro-encapsulés par l'intermédiaire d'un brevet, ce qui veut dire que vous avez la juste dose de bactéries qui va arriver dans votre intestin. On n'est pas obligé d'en mettre des milliards et des milliards. On va mettre une juste dose qui va être micro-encapsulée, ce qui fait qu'elle va être délivrée au bon endroit dans votre intestin sans allergène. Vous voyez, donc on a déjà lancé des gammes de compléments alimentaires et on pense bien sûr continuer. On a lancé les tests Covid. Aujourd'hui, on a les Covid grippe, par exemple. Donc, vous voyez, on continue sur cette lancée. Et puis, on a racheté une start-up l'année dernière qui s'appelle Abi. Abi, absolument. Et qui fait des cosmétiques naturels et individualisés. Il faut savoir que votre peau est unique. Votre peau n'est pas la mienne, n'est pas celle de vos enfants, de vos parents, etc. Et donc, nous, on a décidé, sur un simple selfie, de faire un diagnostic de peau grâce à cette start-up et de pouvoir dire votre peau, elle a besoin d'hydratation, de différentes choses. Vous avez des boutons, elle a besoin d'être traitée pour vos boutons, de rougeur, etc. Et donc, en quelques minutes, d'avoir une formule qui va être adaptée à votre peau. Et ces formules, on les fabrique dans notre laboratoire, puisqu'on a la chance d'avoir des préparateurs en pharmacie et des préparations magistrales possibles avec des préparatoires. Et donc, on est capable, en 24 heures, de faire votre crème qui va être à votre nom et qui va être délivrée dans votre pharmacie ou qui peut même être envoyée chez vous à votre domicile. C'est une IA qui est derrière, c'est ça? C'est un processus d'intelligence artificielle, effectivement. Et comment ça se passe? C'est comme si j'étais dans un photomaton et ça me prend en photo voilà, et ça vous envoie? Même avec votre téléphone, vous allez sur abi.com et vous allez faire votre selfie. On va vous envoyer votre diagnostic. On va vous dire quelle est la formule qu'il faut pour vous, pour votre peau, à ce moment-ci, parce que si c'est au printemps, c'est pas comme en hiver ou en plein été. Et on va vous proposer la crème avec un sérum qui va être adapté. On va vous la fabriquer et on va vous l'envoyer. En 48 heures? En 48 heures. Ah oui. J'ai préparé cette interview, j'ai regardé un peu votre parcours et je me disais, vous avez pris cette entreprise en main juste avant, en gros, toutes ces turbulences. À aucun moment, vous vous êtes dit, franchement, j'ai pas fait le bon choix, j'étais plus tranquille là où j'étais avant? En fait, non, ça fait une vingtaine d'années que je suis dans cette entreprise. J'ai pas toujours travaillé dans un laboratoire homéopathique. J'ai travaillé dans d'autres types de laboratoires. Mais en fait, c'est une entreprise qui est très attachante. Et puis surtout, c'est les patients. Moi, qui me motive. Moi, j'ai des enfants, j'ai été confrontée à des difficultés avec mes enfants ou des allergies, etc. Et je me rends compte tout l'intérêt de l'homéopathie pour la santé publique. Donc, si vous voulez, quand vous avez cette vision de la médecine, qu'on peut soigner sans nuire, que vous vous dites, mais il y a tellement de choses à faire encore en médecine, forcément, je ne me suis pas posé de questions. J'ai dit, voilà, il faut aider cette entreprise. Il y a aussi quand même 2800 personnes dans l'entreprise qui comptent sur moi. Donc ça m'a donné beaucoup de force et beaucoup d'énergie. Merci beaucoup Valérie Lorenz-Poinçon. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de Boiron.
On poursuit cette émission en voguant sur la Seine, tiens, pour une fois, avec Arnaud Daniel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général des activités Seine de Sodexo Live. Alors, je pense que tout le monde connaît Sodexo, mais Sodexo Live peut-être un peu moins. Est-ce que, pour commencer, déjà, vous pouvez me resituer un peu ce que c'est que cette activité au cœur de Sodexo? Bien sûr. Alors, Sodexo Live, c'est la marque mondiale de Sodexo, qui est spécialisée donc en restauration, en hospitality, et notamment dans tous les événements sportifs que peuvent être, par exemple, le Tour de France, Roland-Garros, les Jeux Olympiques de 2024. Ouais. C'est aussi les restaurants de la Tour Eiffel, avec donc le Jules Verne, avec le chef Frédéric Anton, Madame Brasserie, avec le chef Thierry Marx, et aussi tout ce qui est vente à emporter. Mais c'est aussi des stades aux États-Unis, ce sont aussi des stades en France, et évidemment donc la Seine, les bateaux parisiens, les yachts de Paris et les bateaux-bus. Alors vous avez les 3 marques en fait. Je dirige les 3 marques, exactement. Je dirige les 3 marques. Tout ce qui flotte sur la Seine et au nom de Sodexo, c'est sous ma responsabilité. D'accord. Alors, sur ces 3 marques, ça fait une flotte de combien de bateaux? 26 bateaux. Plusieurs ports. Donc j'ai un port qui est le port de la Bourdonnais, qui est basé au pied de la Tour Eiffel. J'ai le port de Javel, j'ai le port de Henri IV, j'ai le port. Donc j'ai plusieurs ports. Voilà, j'ai contracté avec le port de Paris. Donc c'est mon autorité organisatrice. Et j'ai 26 bateaux. J'ai plus de 500 salariés sous mes ordres, avec plus de 40 nationalités et 60 corps de métier. Comment ça, 60 corps de métier? 60 corps de métier, donc ça va évidemment du chaudronnier, en passant par le marketing, en passant par des capitaines, des matelots, en passant par des cuisiniers, des commis, voilà. Donc j'ai 60 types de métiers sous ma responsabilité. Mais il fait quoi le chaudronnier? Pardon, je suis très très interpellée. 26 bateaux faits de fer, donc voilà, il y a des réparations, il y a des fois des améliorations. Donc voilà, on a des personnes qui sont spécialisées en soudure, on a des personnes qui sont spécialisées en navigation, en salle, en restauration, en accueil. Voilà, donc c'est toutes ces personnalités, me permettent d'être ouvert 365 jours par an, 7 jours sur 7. Vous évidemment transportez beaucoup de passagers. J'aimerais que vous me donniez le nombre parce qu'évidemment, j'imagine il y a une activité touristique pure et puis il y a sans doute une activité un peu entreprise aussi, non? Il y a exactement deux types vraiment de grosses activités. On a l'activité individuelle, donc le touriste qui vient à Paris. Ça va du français, la famille française, en passant par la famille japonaise, la famille américaine qui visite Paris. Et donc nous avons plusieurs types d'activités. Donc bateau-bus, qui est une activité où il y a 9 escales répartis sur la Seine, et vous montez, vous descendez à volonté sur la Seine. Nous avons une activité de croisière-promenade d'1 heure, donc vous partez, et on vous traduit en 15 langues l'histoire de Paris, avec les monuments, les sites emblématiques, que peuvent être la Tour Eiffel, que peuvent être l'Hôtel de Ville, le Louvre, le Musée d'Orsay. Et nous avons aussi les croisières-restauration, donc qui nous permettent soit d'accueillir des familles, des mariages, des baptêmes, des communions, mais aussi des repas en amoureux pour la Saint-Valentin, le 31 décembre, où on reçoit le monde entier qui vient fêter donc la nouvelle année à bord des bateaux parisiens et des yachts de Paris. Et donc en termes de volume, ça représente combien de personnes? Alors plus de 4 millions et demi de visiteurs par an sur mes bateaux. Voilà. Si la Seine était un monument, on a à peu près 8 millions de visiteurs. Donc on a plus de visiteurs sur la Seine que sur la Tour Eiffel. Comment? Pardon? Oui, la Seine a plus de visiteurs. Si la Seine était un monument, il y aurait plus de visiteurs sur la Seine que sur la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, c'est 7 millions et demi suivant les années. Et nous, on est plutôt aux alentours de 8,5 millions de visiteurs par an. Incroyable. Je vous ai fait venir parce que vous avez évidemment une activité donc centrale, on a bien compris, au cœur de Paris. Et comme toutes les industries touristiques notamment, vous êtes engagé dans une transition écologique. Alors c'est un virage que vous avez amorcé en 2003. Quelles ont été les différentes étapes pour mettre en place, amorcer cette transition? Alors, Sodexo, déjà, c'est dans notre ADN. On a un programme de développement et d'engagement sociétal vraiment ancré dans notre ADN. Et donc, depuis que moi, je suis donc au bateau parisien, et avant, même ça avait commencé avant, depuis 2003, nous avons déjà étudié tout ce qui est à l'époque les technologies qui existaient. Donc, nous avons travaillé déjà sur de l'hybridation. Donc, l'hybridation, nous avons travaillé sur des carburants alternatifs. Donc, nous avons actuellement toute notre flotte qui est équipée d'un carburant qui s'appelle le GTL, le Gas to Liquid, et qui permet de réduire entre, on va dire 50 et 60% suivant les particules, de réduction de particules.
toute cette démarche, amorcée depuis 2003, nous a déjà permis d'obtenir 6 titres, 6 remises de premier prix avec le port de Paris, qui nous a félicité pour cette démarche environnementale que nous avons initiée depuis des années. En revanche, depuis maintenant 3, 4 ans, 5 ans, nous avons commencé à regarder ce qui se faisait dans les nouvelles technologies. Donc nous avons fait un benchmark, nous avons été visiter de différentes villes en Europe ou dans le monde. Nous avons regardé si c'était adapté et adaptable à nos bateaux, puisqu'on a différents types de croisières. Et donc ce qui est possible de faire sur certains types de métiers ne l'est pas, par exemple, pour une croisière promenade. Un bateau promenade part dès 9h30 le matin et revient vers minuit le soir. Donc il est tout le temps sollicité. Donc par exemple de l'électrique, ça pourrait pas être possible. Exactement, vous avez tout compris. Okay. Donc c'est pour ça que l'électrique est adapté à l'instant T, puisqu'on n'est pas encore arrivé à trouver la bonne solution. En revanche, l'électrique nous permet pour la croisière déjeuner, dîner. Voilà, puisqu'après on peut recharger l'après-midi, on peut recharger le matin. En revanche, pour les croisières promenades qui sont sollicitées comme les bateaux-bus, extrêmement sollicités, c'est très compliqué. D'où notre choix de partir sur l'hybridation. Et donc, en vérité, nous sommes en train de travailler sur la Toyota Prius, une Toyota Prius qui va sur la Seine. Vous avez quand même électrifié un bateau il n'y a pas longtemps. Exactement. Pourquoi ce bateau-là? Donc j'imagine que c'est un bateau dont l'usage est différent et qu'il permet, si j'ai bien compris ce que vous me racontez. Et j'ai lu que ça avait pris en tout 5 ans entre la phase d'études et la transformation, les travaux. Pourquoi c'est aussi long ? Alors, vous avez bien lu, déjà. Donc, c'est 4 ans. Exactement, c'est 4 ans. Donc, en vérité, déjà, il a fallu trouver la bonne technologie. Il a fallu trouver le bon opérateur. Et après, il a fallu faire de la R&D, parce qu'on est encore dans les prémices. On est sur la Seine, ça reste encore des prémices. On est un très grand groupe. On est le leader. On est la compagnie numéro 1 sur la Seine. On occupe 65% du marché de la Seine, à nous tout seuls. En revanche, tous mes concurrents, et j'ai 2-3 très gros concurrents, mais après, le reste des concurrents, c'est essentiellement composé d'un bateau ou deux. Et donc, il n'y a pas beaucoup de gros, de gros, entre guillemets, constructeurs qui sont intéressés pour l'instant. Donc, il faut qu'on trouve aussi le bon partenaire. C'est ce que nous avons fait. Donc, on a travaillé pour le Cachemire avec... le Cachemire, c'est le nom du bateau. Excusez-moi, c'est le nom du bateau. Pour moi, c'est tellement évident. Le Cachemire, c'est le nom du bateau. C'est un yacht de Paris. Il mesure 22 mètres. Il pèse 55 tonnes. Il a fallu donc trouver, par rapport à la stabilité du bateau, la bonne technologie, les bonnes batteries, puisque les batteries ont un poids. Et donc, il a fallu répartir sur le poids du bateau à bâbord et à tribord pour que ce soit évidemment égal. Et donc, on a travaillé sur des batteries. Donc, on a 120 kW de chaque côté, bâbord et tribord du bateau. Et ce bateau, maintenant, c'est le seul bateau d'une telle taille à être 100% électrique sur la Seine. Et vous avez fait le choix du rétrofit et pas d'investir dans un autre bateau neuf qui serait déjà conçu. Tout à fait. Toujours dans notre démarche d'engagement et de développement raisonné, nous avons fait le choix de faire du rétrofit, donc c'est-à-dire un lifting du moteur, mais en gardant l'âme du bateau, en gardant la coque, en gardant toute l'histoire de notre bateau. Et c'est le choix que nous continuons à faire, puisque le Cachemire, donc 100% électrique sur la Seine, ça y est, c'est chose faite. Nous en sommes très fiers. Nous accueillons maintenant donc des entreprises, des VIP. Ça y est, je peux aussi vous dire que plusieurs VIP hollywoodiennes sont venues sur notre bateau. Donc nous en sommes très fiers et ils en sont ravis aussi, puisque la navigation est quand même absolument hallucinante. En termes de bruit notamment. C'est un silence de dingue. C'est vraiment impressionnant. C'est un écrin sur la Seine qui rassemble toutes les caractéristiques du plaisir, de la sobriété. Et voilà, et on profite de Paris à fond. J'imagine que si l'expérience est aussi réussie que ce que vous me dites, vous envisagez de transformer d'autres bateaux ? Oui, alors ça y est, c'est parti même, je vous dévoile. Donc nous avons fait le choix aussi de faire un bateau-bus, donc un bateau-bus qui s'appelle le Trocadéro. Le Trocadéro, lui, va partir aussi dans les prochaines semaines en hybridation, puisque rappelez-vous ce que je vous ai dit en début d'interview, le bateau est utilisé de 9h30 jusqu'à minuit le soir. Ouais. Et à aucun moment il s'arrête. Donc aucune technologie actuellement ne permet, notamment électrique, ne permet de ça. Donc nous partons sur de l'hybridation. L'hybridation, par contre, permet à ce bateau de naviguer à 80% électrique dans le bief parisien. Donc c'est plutôt, voilà. Et il y aura 20% au cas où, s'il y a besoin, suivant le débit de la Seine, d'utiliser l'autre énergie. Et nous avons aussi un bateau-restaurant qui s'appelle le Diamant, un bateau-restaurant, donc là aussi entièrement vitré, qui permet de découvrir Paris de façon
voilà, c'est absolument sublime. Et ce bateau-restaurant, lui aussi, va partir dans le cadre d'une hybridation, puisque là, pour le coup, le côté électrique, le bateau est tellement plus gros que le Cashmere. Rappelez-vous, je vous ai parlé d'un bateau de 22 mètres, le Cashmere de 55 tonnes. Là, sur le cristal et le diamant, tous ces bateaux-restaurants, on est plutôt sur des bateaux de 60 mètres. Donc avec un tonnage beaucoup plus impressionnant. Et pour l'instant, donc l'hybridation nous permet. Vous parlez de bateau-restaurant. Est-ce que cette volonté d'avoir un mode de transport plus responsable, plus écologique, vous le traduisez aussi en cuisine? Comment est-ce que vous travaillez sur ces enjeux? Circuit court, toujours. Donc ça aussi, c'est dans l'ADN de Sodexo et de Sodexo Live. Donc nous sommes en circuit court. Nous travaillons avec des chefs qui sont là-dessus très pointilleux et soucieux de travailler avec des producteurs locaux, de travailler avec des produits donc dans le cadre d'une démarche RSE. Nous refusons de travailler certains légumes ou certains fruits suivant la saison, puisqu'on considère que ce n'est pas la saison. Nous avons vraiment là-dessus aussi, on pousse jusque dans l'assiette notre démarche RSE. Vous avez, ou plutôt vous allez être partenaire des JO 2024. Je crois que c'est notamment Sodexo qui va nourrir les athlètes. Et on sait que la cérémonie d'ouverture va se passer sur la Seine. Donc ma question est tout à fait logique. En tant que partenaire des JO, est-ce que vous allez prendre part à cette cérémonie sur la Seine? Alors, pour ce qui est purement Seine, pour l'instant, c'est encore un tout petit peu trop tôt pour en parler. On est encore dans les... Mais en revanche, ce que je peux vous dire, et là-dessus, je suis même très fier de vous le dire, c'est que Sodexo Live va être partie prenante de façon très importante lors des JO 2024. Nous allons nous occuper donc du village olympique. Nous allons nous occuper de tous les athlètes, de tous les supporters. Nous allons être en charge de toute la logistique de tous ces villages et des 14 sites en plus du village olympique. Donc nous avons plus de 40 000 prestations par jour. C'est énorme. En fait, je pense qu'on ne mesure pas 40 000 prestations. 40 000 prestations par jour sur le village olympique. Donc c'est colossal. Donc nous avons pour cela 6 000 salariés qui vont se joindre à nous pour nous aider à faire de cet événement mondial. Que vous recrutez en ce moment ou qui sont déjà... Alors on a déjà des salariés. On a aussi des volontaires au sein de nos équipes Sodexo Live. Mais en plus, nous allons évidemment recruter et nous staffer pour justement rendre ce moment magique et montrer tout le savoir-faire de Sodexo Live. Ça a un impact, j'imagine, fort sur la culture d'entreprise, non? Un événement comme ça. Je peux vous assurer qu'en ce moment, on est tous motivés et qu'on est super fiers. Merci beaucoup, Arnaud Daniel. Je rappelle que vous êtes directeur général des activités saines de Sodexo Live. Je suis maintenant avec Julien Billon, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, vous êtes enseignant-chercheur à l'ISC Paris et vous publiez ce livre « Il faut être audacieux, histoire et territoire d'entrepreneurs en situation de handicap ». C'est coécrit avec Claire Doussard et c'est aux éditions Management et Société. C'est le suivi en fait de 20 entrepreneurs en situation de handicap moteur et sensoriel. Et vous cherchez à comprendre un petit peu ce phénomène de l'entrepreneuriat chez les personnes en situation de handicap. Alors moi, j'aime évidemment beaucoup le titre, puisque Bismart, c'est la chaîne des audacieux. Donc évidemment, quand j'ai lu ça, je me suis dit évidemment. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, ce titre est très logique, parce que on dit toujours qu'il faut beaucoup d'audace pour entreprendre, et encore plus, j'imagine, chez des personnes qui sont en situation de handicap. Oui, alors la citation d'ailleurs vient d'une informante qu'on a rencontrée, donc c'est vraiment propice. Et c'est vrai que la question de l'audace est revenue relativement systématiquement, en tout cas quand on considère ce type de population qui est quand même relativement spécifique dans l'entrepreneuriat. Ouais. Et donc on trouvait que c'était assez caractéristique, au moins d'une des compétences ou de qualités que les personnes devaient développer. Et donc c'est pour ça qu'on trouvait le titre plutôt judicieux et représentatif des personnes qu'on a rencontrées. Alors c'est vrai qu'on parle régulièrement, nous, sur cette chaîne de l'entrepreneuriat, du handicap ou de l'emploi et du handicap. Et c'est vrai qu'on sait que les personnes en situation de handicap sont davantage touchées par le chômage. Moi, ma question, c'était de savoir, est-ce qu'elles sont aussi sous-représentées dans l'entrepreneuriat qu'elles le sont en emploi ? Ah, alors ça c'est intéressant, je n'ai pas forcément de statistiques en tête, donc je ne pourrais pas vous répondre de manière directe. En tout cas, ce qui est clair, c'est ce qui apparaît comme un petit peu dans notre recherche, c'est que c'est un petit peu parfois un choix par défaut, parce que le monde professionnel soit est bloqué, parce que pour ces personnes-là, le taux de chômage est relativement important et plus important que pour les personnes dites valides. Et donc c'est une opportunité. Donc,
parfois par défaut ou parfois vraiment par choix, ce désir d'entreprendre. Et puis ça, c'est aussi intéressant. C'est un peu aussi parfois des stratégies de contre-pied. Sous-entendu, on est en poste, en entreprise, et on s'aperçoit qu'il y a peut-être un plafond de verre qui a été destiné de manière consciente ou inconsciente pour les personnes en situation de handicap. Donc, un moyen de contournement de ce plafond de verre, c'est créer son entreprise pour pouvoir tout simplement aussi déployer ses propres compétences et pouvoir se réaliser. Vous êtes allé interroger une vingtaine de personnes. Comment vous les avez choisies ? Alors du coup, c'est vrai que c'était un peu compliqué de trouver ce type d'entrepreneur. Du coup, c'est beaucoup par le bouche à oreille. On avait des connaissances entre nous et de connaissance à connaissance. Et du coup, on a pu aller atteindre ce chiffre. C'est ce qu'on voulait, 20 entrepreneurs pour que ce soit suffisamment représentatif et en même temps voir les diversités de trajectoires. Parce que quand on parle d'entrepreneurs en situation de handicap, il faut bien comprendre, à mon avis, qu'on parle d'individus et que chaque parcours d'entrepreneuriat, notamment dans le cas du handicap, est très différent. Soit parce que les volontés sont différentes, soit parce que le handicap aussi est plus ou moins lourd selon les personnes qui le portent ou pas. Quelles sont les motivations qui précèdent à la création d'entreprises chez ces personnes-là, principalement ? Alors, il y a plusieurs motivations. Alors, on retrouve, ça c'est aussi un des résultats principaux de notre recherche, c'est qu'il y a des caractéristiques communes entre les entrepreneurs dits valides et puis les entrepreneurs en situation de handicap. Donc, le désir de créer, le désir d'innover, le désir de créer de nouveaux produits. Après, dans le cas des personnes en situation de handicap, ce qui peut revenir, et là c'est vraiment peut-être un peu plus spécifique pour ce type de profil, c'est que ces personnes-là parfois créent des produits qu'ils vont pouvoir utiliser eux-mêmes pour répondre à leur situation de handicap. Donc il y a beaucoup, en tout cas, d'entrepreneurs qui créent des produits qui sont à leur destination et qui sont pour le coup très intéressantes. Donc il y a cette question aussi de volonté, de désir entrepreneurial qui ressort relativement souvent et quand même aussi, c'est ce que je disais précédemment, cette sorte de frustration au travail où finalement cet univers de travail soit les rejette, les met à distance, ou soit il y a des insatisfactions parce que pas de possibilité de se réaliser dans la sphère professionnelle dite classique. Vous parliez des produits qui sont parfois à destination pour répondre à leurs propres problématiques. Je me demandais si le fait que ces personnes-là soient en situation de handicap les poussait davantage vers des secteurs type, effectivement, entreprises de l'ESS ou à caractère social plus fort. Parce qu'il y aurait une sensibilité qui serait accrue. Alors oui, non. C'est-à-dire qu'on a, encore une fois, on a tout type d'entrepreneurs en situation de handicap. On a des profils très business, alors dont l'handicap, ils ne veulent pas du tout en entendre parler. Et donc, du coup, des créations de business très classiques. A contrario, il y a aussi des personnes qui veulent vraiment s'investir à destination du handicap ou de l'intérêt général. Et puis, on a aussi un peu des entrepreneurs un peu hybrides qui font à la fois du business très business et puis du social business. Donc, on a un petit peu toutes les configurations potentielles. Est-ce qu'ils sont accompagnés d'une manière différente ? On sait que dans l'entrepreneuriat, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de réseaux, mais peut-être qu'il faudrait davantage d'accompagnement spécifique pour des personnes qui ont des trajectoires de vie différentes. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a ces réseaux-là qui existent ? Alors moi, je connais quelques associations d'entrepreneurs en situation de handicap, notamment HUP, dont on est partenaire, mais j'imagine qu'il y en a d'autres. Est-ce qu'il y a des accompagnements spécifiques ? Est-ce qu'ils se sentent suffisamment accompagnés, aidés au moment de la création d'entreprise ? Alors clairement, ça c'est quelque chose, merci de soulever cette question-là, parce que c'est très important en tout cas pour ces personnes-là, c'est la question de l'accompagnement, mais au-delà de l'accompagnement institutionnel, d'abord ce qui ressort en fait de cette recherche, c'est l'importance aussi de l'écosystème familial et amical. On s'aperçoit que très clairement, il y a des personnes autour de leur entourage, pour certains handicaps, pour certaines personnes qui sont vraiment là pour les aider et les accompagner au quotidien, peut-être par déficit d'autres tissus associatifs ou d'aides gouvernementales. En tout cas, très clairement, le soutien familial et amical est très très important dans le développement de leur business. Pour certaines personnes, et ça encore une fois, c'est diversité de profils. Il y a la personne qui ne va pas hésiter à solliciter de l'aide dans son environnement proche, et puis il y a d'autres personnes qui, une fois encore, ne veulent pas entendre parler de tout type de soutien. Donc il y a ça aussi à l'inverse. On a quand même rencontré des entrepreneurs en situation de handicap qui ne veulent pas d'aide classique et partir vraiment comme un pur entrepreneur, donc sans filet. Et ça aussi, c'est un autre type de profil de personnes qu'on a rencontré. Vous êtes aussi interrogé sur l'impact. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est de l'environnement de travail. L'impact de l'environnement de travail, parce qu'effectivement, quand on est en situation de handicap, on doit adapter son environnement de travail. Dans quels environnements travaillent les entrepreneurs en situation de handicap aujourd'hui ? Alors, ce qui ressort beaucoup, encore une fois, ça dépend du type du handicap, mais ce qui ressort beaucoup quand même, c'est une adaptation du domicile. Donc là, par défaut, encore une fois, peut-être parce que les autres locaux disponibles ne sont pas totalement accessibles, on va adapter ce qu'on peut adapter, donc c'est-à-dire son chez-soi. Donc là,
plus ou moins, par rapport aux personnes qu'on a rencontrées, l'espace de domicile qui devient parfois un espace de travail est adaptable. En tout cas, ils le choisissent comme tel. C'est-à-dire parfois, il y a aussi des déménagements qui se font parce que leur espace premier n'est pas possiblement transformable en espace de travail. Vous avez un exemple, par exemple ? Complètement. C'est-à-dire que, par exemple, on avait un entrepreneur en fauteuil roulant et qui avait aussi du mal à s'exprimer, impossibilité de passer par l'ascenseur. Donc de prendre l'ascenseur chez soi. Donc là, évidemment, ça commence à être une complexité dans tous ces déplacements et notamment dans les déplacements de l'entrepreneur. Ça, c'est un cas caractéristique. Un autre cas caractéristique aussi, c'était une personne qui était en situation de handicap visuel qui estimait qu'il avait besoin de place dans son chez-soi pour pouvoir justement se mouvoir et que son chez-soi précédent était trop compact et donc ça ne l'aidait pas dans son quotidien à pouvoir se mouvoir. Donc là, on est dans une situation qui sont quand même entre guillemets exceptionnelles par rapport à la personne valide. Donc là, il y a un vrai espace de travail à concevoir de chez soi pour pouvoir travailler ensemble. Les coworking, ce genre de choses, c'est pas adapté aujourd'hui ? Alors ça dépend. Il y en a qui sont adaptables, parce qu'il y a aussi quand même aussi parfois une bonne dynamique à l'intérieur de l'espace de coworking qui font des actions pour pouvoir rendre les choses un peu plus faciles pour la personne en situation de handicap. Et puis clairement, il y a des espaces de travail qui ne sont pas du tout adaptés. Et donc ça, c'est ce qui ressort, c'est qu'à la fois, on peut peut-être adapter dans une certaine mesure son espace personnel qui devient son espace de travail, mais quand on sort de chez soi, tout devient plus compliqué. C'est ça, toute la question, c'est quand on sort de chez soi, effectivement, et vous l'expliquez très bien dans le livre, c'est-à-dire que l'entrepreneur, pour aller à ses rendez-vous, il doit se déplacer. Quand on est en situation de handicap, c'est plus compliqué. Donc, quelles sont les stratégies mises en place ? Est-ce qu'ils se font accompagner par des tiers ? Est-ce qu'ils choisissent plutôt la visio ? Comment ça se passe ? Alors nous, ce qui est beaucoup ressorti, le problème de l'accompagnement par les tiers, c'est que c'est cher, potentiellement. Il faut avoir de l'aide, on ne peut pas toujours solliciter de l'aide. Donc ça, c'est quelque chose qui apparaît, mais en filigrane. Très clairement, l'option choisie, la plupart du temps, c'est la visioconférence. C'est-à-dire que c'est une stratégie d'évitement, tout simplement parce que c'est compliqué de se déplacer, on va rester chez soi, et avec les avantages aussi, même pour la personne valide, de la visioconférence. Donc là, ça a été, même c'est ce qu'ils disaient quand on les a rencontrés, c'était en période de Covid, et ils disaient que justement qu'eux étaient déjà prêts, puisque du coup, ils travaillaient déjà en système de visioconférence, donc finalement, la configuration n'a pas beaucoup changé. Donc la technologie est quand même un avantage. Pour elle, oui, très clairement. Mais par contre, encore une fois, c'est par défaut. C'est parce que l'espace public ne les aide pas forcément à se mouvoir dans l'espace, dans les différents espaces de travail. Même le café, par exemple, les réunions au café, c'est quand même relativement classique quand on est entrepreneur. Et puis là, tout de suite, ça peut porter des difficultés. Donc voilà. Quels sont les enseignements qui vous ont le plus marqué dans vos entretiens avec ces 20 personnes ? Je pense qu'il est assez caractéristique. Je pense qu'il y a quand même une soif de se dépasser qui est relativement forte et qui est quand même relativement impressionnante. Et puis c'est des personnages aussi, c'est-à-dire qu'il faut quand même avoir une personnalité forte. Déjà qu'à la base, l'entrepreneuriat, c'est pas forcément simple, même pour une personne valide. Là, il y a des difficultés supplémentaires qui viennent s'additionner. Donc moi, ce qui m'a impressionné, plutôt, c'était des personnalités fortes, attachantes, et là où ça fait sourire aussi, avec des personnalités aussi qui sont vraiment très très business dans leur état d'esprit. On a rencontré des entrepreneurs qui ont créé plusieurs fois entre des entreprises, donc on a des serial entrepreneurs aussi chez les personnes en situation de handicap. Merci beaucoup pour cet éclairage, Julien Billon. Je rappelle que vous êtes sociologue, enseignant-chercheur à l'ISC Paris, et votre livre « Il faut être audacieux, histoire et territoire d'entrepreneurs en situation de handicap ». Et pour terminer cette émission, je vous propose de redécouvrir l'un des entretiens que j'ai réalisés au cours des dernières semaines consacrés à la relocalisation d'un savoir-faire français. Et maintenant, je vous invite à la découverte d'une entreprise familiale, centenaire, en compagnie de Vincent Thévenon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Maison Thévenon. Vous êtes dans le domaine des tissus d'ameublement, plutôt avec un positionnement luxe. Vous venez d'annoncer la relocalisation en France d'une partie de votre confection. On va y revenir. Mais d'abord, j'aimerais bien que vous me racontiez ce que c'est que Maison Thévenon. Alors, c'est une maison qui a 4 générations. Donc, je suis la 4e. Ouais. C'est une maison qui a comme ADN la créativité. On est très fort en création, en tout cas c'est vraiment ce qu'on aime le plus, on est passionné par ça. Et puis l'excellence, le savoir-faire d'excellence aussi, voilà, je crois que c'est vraiment ce qui définit le mieux notre maison. Chaque génération a transmis. Et chaque génération a construit. C'est-à-dire que moi, j'ai repris les rênes il y a une quinzaine d'années. Je n'ai pas à reconstruire, je construis sur des bases très solides que mon père a lui-même créées. Et après, on s'adapte, je dirais qu'on s'adapte aux envies, au marché du moment. Donc nous, c'est vrai que depuis 15 ans, on est fortement monté en gamme.
parce qu'on a senti, et puis c'est ce qui nous ressemblait le plus, voilà, j'ai senti que c'était l'évolution du marché. Donc on est fortement monté en gamme pour apporter justement, pour mettre en valeur notre création, notre savoir-faire, notre service. On a beaucoup plus joué sur l'image. Donc on a un peu revu notre distribution, puisqu'il faut travailler avec des professionnels qui connaissent bien et qui comprennent bien, qui savent expliquer nos métiers et nos créations. Et donc aujourd'hui, on est dans un métier, je dirais, de passion, plus que de raison, puisqu'on on parle de couleurs, on parle de motifs, de dessins, de mode, de décoration. Donc on touche une corde sensible, et c'est vrai que je dirais que c'est plus facile. En tout cas, c'est plus facile quand vous avez des belles collections. Notre maison, c'est aussi beaucoup de collaborations. On adore travailler avec soit des jeunes talents, soit des designers plus reconnus. Alors, en plus reconnus, je pense à Dorothée Mélickson. En jeunes talents, je pense à des gens comme Victor Cadenne. Voilà. Et donc, chaque saison, on essaie d'avoir une collaboration différente de ce qu'on a fait précédemment. L'idée, c'est d'avoir des collaborations complémentaires et qui cassent un peu, je dirais, nos œillères. On a une vision à 360 degrés et puis on voit plein de choses qu'on n'imaginait même pas, et on collabore avec eux, et ça crée des collections très innovantes et voilà, et sur lesquelles on s'amuse beaucoup. En termes de produits, c'est quelle typologie? Vous alliez jusqu'à la tapisserie, c'est ça? Alors, ce sont des tissus d'ameublement, c'est-à-dire que quand vous allez chez votre tapissier décorateur, en bas de chez vous, ils ont des tissus, des cintres, vous choisissez votre tissu et vous pouvez tapisser des fauteuils, confectionner des rideaux, des stores, de la tenture murale. Donc là, c'est vraiment du tissu de décoration qui a un usage multiple. Et on vient de lancer également les papiers peints, où alors là, dans nos motifs, on peut proposer tous les papiers peints pour votre intérieur. Mais alors, le papier peint, pardon, mais pour moi, c'est de l'impression, c'est plus du tissage, on est plus loin. Exactement, voilà, tout à fait. C'est toujours le même métier, c'est toujours le même univers, et nous, on a été un peu plus loin. On a été plus loin que les tissus, donc c'est assez logique. On reste, lorsque quelqu'un veut refaire son intérieur, lorsqu'un architecte vient chez nous, il a ses tissus pour ses fauteuils, pour ses rideaux, et naturellement, depuis quelques années, il va également vers le papier peint pour des murs, pour une pièce, parce que le papier peint est redevenu très tendance depuis 5-6 ans, comme vous le savez certainement. Et donc nous, on a attendu un peu parce qu'on voulait vraiment un papier peint 100% français. Et aujourd'hui, c'était assez complexe, finalement, parce qu'on sous-traite, évidemment. Un éditeur sous-traite la fabrication des papiers peints, on n'a pas les outils. Et ce sont les Italiens, notamment, qui sont très performants. Et moi, je voulais vraiment m'enfoncer dans cette brèche du 100% français. On est une maison française, donc on va fabriquer nos papiers peints en France. Donc on a trouvé les différents sous-traitants, et donc on a pu lancer notre gamme après quelques mois d'essai. Et là, on vient de lancer cette gamme de papier peint. Et on continue plus loin dans la confection. Depuis quelques années, on propose également de confectionner tous nos tissus en rideaux, tête de lit, coussins, plaid, jeté de lit. Enfin voilà, et la confection, c'est une activité supplémentaire qui marche très fort chez nous. Donc c'est les ateliers Thévenon qu'actuellement on sous-traitait en Roumanie, en Tunisie. Donc c'est cette activité-là dont je parlais tout à l'heure que vous allez relocaliser, c'est ça? Voilà, exactement. Au Puy-en-Velay. Au Puy-en-Velay. Alors, vous me disiez juste avant qu'on commence cette émission qu'il y a une tradition en fait de tissage dans cette région. Alors nous, mon arrière-grand-père a lancé l'entreprise. On était dentelier. Donc voilà, on est parti de la dentelle pour arriver aujourd'hui vers l'édition de tissus d'ameublement haut de gamme. Et la confection, il y avait également une vraie tradition dans la région qui avait disparu depuis une trentaine d'années. Et nous, en montant en gamme, depuis 5-6 ans, nos clients nous demandent de confectionner en France pour plein de raisons. Déjà, on a besoin de réactivité, évidemment de savoir-faire, de qualité, et puis avoir un atelier sous la main, forcément, vous êtes beaucoup plus performant. Et puis nous, évidemment, c'est assez fabuleux pour moi, 3 générations plus tard, de relocaliser en France ce savoir-faire qui avait un peu disparu. Donc, oui, c'est ça. Comment est-ce que vous allez aller chercher les compétences? Parce que j'ai vu que vous alliez recruter 15-20 personnes. Pour commencer, tout à fait. Alors, la région où je suis, donc Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, a créé une espèce d'écosystème depuis quelques années où on recrute assez facilement. Alors, Quelle chance! Oui. Non, mais c'est-à-dire qu'ils vous mâchent le travail, parce que maintenant ils ont une expérience, donc ils vous mâchent le travail, c'est-à-dire que la semaine prochaine par exemple on va présenter le projet à tous les candidats potentiels, mais ces candidats ils les auront déjà sélectionnés, c'est-à-dire c'est assez génial, c'est-à-dire qu'ils vont tester leurs habilités. Par exemple moi par exemple, même si j'ai un bon esprit, même si j'ai envie, si je me présente, vu que la dernière fois que j'ai voulu coudre un bouton de chemise, j'ai failli les terminer aux urgences, je ne serai pas recruté à la fin, donc on ne me présentera pas. En revanche, tous les gens que je vais rencontrer
voilà, ils auront déjà été testés. Et ensuite, nous, on sélectionnera ceux qui ont justement un bon esprit, envie de travailler. Voilà. Alors, en plus de ça, comme on est une entreprise familiale, qui dit familiale, en plus dans le luxe, dans la décoration, il y a un côté, c'est assez facile, finalement, c'est assez attractif parce que ça reste une boîte sympa. On va vraiment tout construire, tout imaginer pour leur bien-être. On a un très bel outil de production qu'on est en train de fabriquer en Italie et en Allemagne. Donc, l'outil sera vraiment adapté à ces personnes. Et en plus, on a imaginé, c'est ce que je leur expliquerai, et je pense que c'est assez innovant. Jusqu'à maintenant, dans la confection, les couturières sont monotaches, c'est-à-dire qu'elles ont une fonction, voilà, c'est soit les ourlets, soit... Nous, elles seront très polyvalentes, c'est-à-dire qu'elles auront le projet de A jusqu'à Z. Par exemple, un rideau, elles le commenceront et elles le termineront. De la découpe jusqu'à la... Exactement. Donc ça nécessite 400 heures de formation, également financée par la région. Donc pour nous, c'est une chance incroyable. Après, mon projet, il fallait y croire. C'est vrai que c'est un gros investissement. C'est un investissement global de pratiquement 3 millions, 2 millions. Pour une PME, c'est pas mal. Une PME qui, cette année, on se dirige vers... On va faire environ 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc vous voyez, c'est quand même un très gros budget. C'est un gros budget. Donc on a été évidemment aidé par la région, notamment pour la formation, quelques subventions. On a eu également France Relance, avec l'État. Donc tout ça, voilà, nous permet aujourd'hui de créer une vingtaine d'emplois. Et à terme, si j'arrive à faire comme Hermès qui s'est implanté dans la région, alors je ne me compare pas du tout à Hermès, mais en tout cas ça donne une idée du potentiel. Ils étaient une vingtaine il y a 4 ans. C'est Loïc Thomas qui a créé cet atelier. Aujourd'hui, ils sont 400. Ah oui, quand même. Au Puy-en-Velay. Donc vous voyez, tout ça, c'est un écosystème ultra positif qui crée un chemin et qui nous permet au fur et à mesure de développer ce pôle textile. Nous, l'idée, c'est vrai que c'est le début de l'histoire. J'ai bloqué 1 hectare. Aujourd'hui, j'ai utilisé 2500 mètres carrés. Et l'idée, c'est de grandir et de proposer un pôle textile de luxe. Donc demain, je voudrais avoir une sorte de menu. Les maisons de luxe avec qui je travaille viendront me voir. Ils me diront aujourd'hui, moi, je veux broder, je veux confectionner, et je voudrais je veux recycler. Voilà, on veut même aller jusqu'au recyclage. L'idée, c'est d'aller le plus loin possible et le plus vite possible. Mais aujourd'hui, il y a un engouement. En tout cas, là, vous allez poser, entre guillemets, la première pierre. Vous avez vos outils industriels qui sont en cours de fabrication. Il va falloir former, effectivement, vous disiez, et c'est pas rien. C'est 400 heures de formation. On commence en avril. Multiplié par 15 ou 20 personnes. À quel moment vous pensez que vous allez pouvoir... vraiment implanter la production? C'est-à-dire la montée en charge va se faire sur quelle échéance? Alors, en avril, on forme, on reçoit les machines, on implante tout en mars. En avril, la formation commence sur l'outil de production et on se donne, j'en ai déjà parlé à mes clients, parce pour le moment, on a beaucoup plus de clients que d'offres. Mais je leur ai dit, pour le moment, je ne veux pas aller trop vite. Je veux créer des bases très solides. Je veux être sûr de notre process. Je veux être sûr de l'état d'esprit des couturières. Voilà, donc on va progresser, on va avancer 5-6 mois. Et ensuite, on sera opérationnel. Et là, on pourra commencer à produire fort intelligemment. Et on se donne, voilà, après, je me donne 6 mois, 8 mois pour réembaucher encore une vingtaine de personnes. Et l'idée, voilà, c'est d'ici 3 ans, avoir au moins 100 personnes pour répondre à la demande. Parce que la demande, elle est là, je l'ai, la demande. Mais je veux être sûr du résultat et de ce que je veux offrir. Il faut que j'ai une qualité et un service exceptionnel. Donc, voilà, je veux avancer sereinement et pas me griller dès le début. Voilà, je veux être sûr de mon outil de production. Quelle incidence ça a sur vos prix ou vos marges? Parce que c'est pas la même chose de produire, j'imagine, en France avec tous les investissements dont vous venez de parler que de produire en Roumanie. Oui, c'est une bonne question. Alors, on a étudié tout ça. On a financé une étude pendant 1 an. Et la différence, elle est de 20% entre la Roumanie et la France. Donc, c'est assez important, 20%, mais ça se justifie totalement. Aujourd'hui, je ne vais pas non plus arrêter définitivement la Roumanie et la Tunisie. On va continuer le temps que mon atelier se développe à côté, puisque ça marche très bien. La confection, ce service de confection marche très fort, il double tous les ans. Donc pour le moment, je vais continuer à travailler avec la Tunisie et la Roumanie, et mon atelier français va monter en puissance jusqu'à ce que, dans quelques années, il ait la totalité de ma production. Mais ce que je veux vous dire, c'est que mes clients, aujourd'hui, on en a déjà parlé avec eux, les clients potentiels et les clients actuels, 20%, ils l'acceptent pour du Made in France, de la réactivité, du service. Un architecte, un designer qui travaille sur un hôtel, lorsqu'on travaille pas mal de palaces, il travaille beaucoup. Lorsqu'on doit proposer, on doit offrir une chambre type
en une semaine, c'est pas en Tunisie ou en Roumanie que je vais pouvoir confectionner des rideaux, des jetés de lit, des têtes de lit pour réaliser cette chambre type. En revanche, en France, en une semaine, oui, je vais pouvoir la réaliser. Donc vous voyez, il y a une réactivité, il y a une qualité, il y a un service que seule la France peut offrir. En tout cas, à ce type de client. Mais ça veut dire aussi que vous allez devoir réinventer votre logistique. Complètement, ouais. Totalement. Oui, c'est un des sujets, en effet. Mais finalement, dans ce sens-là, c'est pas si compliqué. C'est peut-être même plus facile. C'est plus simple. Moins de transport, moins de... Vous savez, jusqu'à maintenant, on envoyait les tissus. On confectionnait là-bas, on les récupérait. Donc il y avait un délai de transport, il y avait une logistique aussi de stockage sur place ou d'envoi des tissus. Il y avait, si vous avez un problème de qualité, il faut encore le renvoyer, le faire revenir. Donc finalement, ça va nous simplifier la vie. Et aujourd'hui, nous, en montée en gamme, ça va dans le sens de cet atelier français. Je pense que lorsqu'on est sur un positionnement moyen de gamme, ça se discute, ça je connais mal. Mais en tout cas, en montant en gamme... Oui, c'est plus facile de faire absorber des hausses de prix sur ce secteur-là. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est dans la passion. Et l'image française, elle justifie finalement largement, notamment à l'étranger, cette hausse de prix. Vous le disiez tout à l'heure, vous êtes la 4e génération. Ouais. Vous avez toujours eu envie de reprendre les rênes ? Moi, j'ai toujours vu mon père s'amuser. Quand j'étais jeune, je jouais dans les tissus, dans les rouleaux, et je voyais mon père. Oui, c'est un univers qui est assez. C'est super. Il crée ses collections. Les clients sont sympas. On est une fois encore. Et moi, je le voyais, ça marchait bien. Enfin, tout me plaisait. Donc pour moi, je dirais que ça a été une évidence. Sans le savoir, ça a été une évidence. J'étais à l'époque, j'étais à New York, j'ai failli habiter là-bas. Et je travaillais pour une société qui s'appelait Material Connection, qui était une matériothèque. C'était passionnant, c'était fabuleux, et il m'embauche. Et mon père me dit, écoute, tu vas faire ta vie là-bas, c'est super, mais réfléchis quand même un peu, parce que voilà. Et j'ai réfléchi, ça a pris quelques semaines, et finalement j'étais mon patron là-bas, je lui ai dit, écoute, j'adore, mais ma place, elle n'est pas ici, elle est là-bas. Je me rends compte que j'ai toujours voulu reprendre l'entreprise familiale. Pour moi, c'était une évidence, et là, je suis en train de faire fausse route. Donc voilà, oui, ça a toujours été une évidence, finalement. Merci beaucoup pour votre témoignage, Vincent Thévenon, président de Maison Thévenon. C'est la fin de cette émission. Merci évidemment de nous avoir suivis. On se retrouve avec plaisir vendredi prochain, même lieu, même heure. Lundi, vous retrouverez évidemment Stéphane Soumier. D'ici là, n'hésitez pas à retrouver toutes nos interviews sur le site internet de Bismart, bismart.fr. Rejoignez-nous aussi sur les réseaux sociaux. On vient de lancer pas mal de petites choses qui pourraient vous plaire, notamment sur TikTok, avec de très bons éléments consacrés évidemment à la pédagogie économique et aussi à l'art. C'est une petite surprise qu'on vous a préparée. N'oubliez pas également que vous pouvez nous retrouver en podcast sur toutes vos plateformes préférées. Passez un très bon week-end sur Bismart.